Ce matin, nous recevons pour cette vue de haut Thibaut Mercier, avocat cofondateur du Cercle Droit et Liberté, auteur de Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Bonjour Thibaut Mercier, merci d'être avec nous ce matin. Avec nous également Mathieu, le porte-parole de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Et puis pour mener cet entretien, je suis avec Adèle Rosner. On parle de la fermeture donc de C8 quand la censure frappe au pays de la liberté. Mercredi 19 février, si vous n'avez pas suivi, chers auditeurs, le Conseil d'État a entériné la décision de l'Arcom, entraînant donc définitivement la fermeture de la chaîne du groupe Canal+ C8. Et ce sera effectif le 28 février prochain. Mathieu, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte s'est forcément mobilisée immédiatement sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, puisque vous avez l'habitude de défendre donc généralement des lanceurs d'alerte précisément, que ce soit des influenceurs sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques. Là, le cadre est un petit peu différent. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé sur ce terrain ? En fait, dans l'origine de l'ASLA, il y a toujours aussi eu cette volonté donc déjà de défendre les lanceurs d'alerte et des personnes qui prennent position dans l'opinion publique, mais aussi en fait de défendre et de participer à la défense de la liberté d'expression dans le spectre politique français et médiatique et sur tous les niveaux. Donc en fait, c'était assez évident de se positionner dans la défense de C8, de CNews aussi, même si CNews n'a pas sauté contrairement à C8. Face à l'Arcom, qui est devenue en fait une antenne de censure de gauche. En fait, c'était normal de se positionner parce qu'en fin de compte, on voit que c'est juste une chasse aux sorcières faite contre des positions qui ne leur plaisent pas avant tout. Et donc, du coup, nous, l'ASLA, qui défendons la liberté d'expression et les lanceurs d'alerte, c'était normal que nous défendions les lanceurs d'alerte et la liberté d'expression, que représentait aussi C8. Vous dites que l'Arcom est devenue une antenne de censure de gauche. Thibaut Mercier, l'Arcom, initialement, c'était censé être un institut assez indépendant, justement plutôt neutre politiquement parlant. Oui, c'est censé être une autorité de régulation indépendante, mais quand on regarde comment les membres sont nommés, ils sont 9 membres nommés à un tiers par Emmanuel Macron, directement ou indirectement, un tiers par le Sénat, un tiers par l'Assemblée nationale, et l'autorité de poursuite, qui est un peu séparée du collège de l'Arcom, est aussi nommée indirectement par Emmanuel Macron. Donc, au-delà de cette indépendance, il faut quand même se poser la question de qui les nomme. Et bien sûr, on voit que c'est des nominations qui sont plutôt politiques, et politiques qui vont plutôt dans la défense du pouvoir en place. Forcément, on s'interroge sur cette indépendance, vous l'avez dit vous-même. Oui, parce que donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur les arguments qui ont motivé la fermeture de C8 ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous pourriez les expliquer à nos auditeurs ? Alors, ce qu'on reproche notamment à C8, c'est un déficit chronique donc financier, un manque de diversité des programmes et aussi des violations répétées des obligations légales. Donc, par exemple, respect des droits de la personne, protection des mineurs, maîtrise de l'antenne. Maîtrise de l'antenne, respect des droits de la personne, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on interprète ces choses-là ? Donc évidemment, l'Arcom a condamné pas mal C8 par le passé. Il y a eu énormément de sanctions. Il y a eu par exemple une sanction, il y a eu 7,6 millions d'euros quand même d'amende contre C8. Par exemple, les insultes de Cyril Hanouna qui avait insulté Louis Boyard, 3,5 millions d'euros. Un canular qui a été décrété homophobe par l'Arcom, 3 millions d'euros d'amende. Des insultes contre Anne Hidalgo, 300 000 euros d'amende. C'est tout à fait étonnant parce que je me rappelle sur France 2, il y a eu des insultes d'Elon Musk, par exemple. Xavier Niel a traité Elon Musk de connard. Charlotte Vanhoenacker a traité Elon Musk de connard. On peut écouter Quotidien, c'est souvent fleuri. Voilà, est-ce que là, il n'y a pas un manque de maîtrise de l'antenne ? Je pense que oui. Et pourquoi France 2 n'a jamais été condamné par l'Arcom ? Je ne sais pas. Vous avez sûrement la réponse. On est en train de mettre sur la table un 2 poids 2 mesures qu'on connaît bien évidemment puisqu'il se retrouve dans pas mal de situations même au-delà de la presse dans notre pays, mais quelques mots là-dessus quand même. On peut voir, pour revenir sur la nomination de l'Arcom, on peut voir que le directeur Martin Jarry, à l'heure actuelle, faisait un papier sur lui, en fait explique que c'est un woke, donc il est fils de député PS, et en plus de ça avoir bossé avec Laurent Fabius, et il a fait partie d'une mission à l'Opéra de Paris pour, en fin de compte, on va dire, mettre de la diversité dans l'opéra. Donc on peut voir que c'est pas du tout quelqu'un qui est neutre, que lui il est directement nommé par le président de la République, et
Et qu'on peut voir qu'en fait, on est dans cette vieille tradition on laisse les médias et le monde culturel à la gauche, et que en fait, vu que c'est les porteurs de la grande morale, Macron n'a pas du tout cassé avec cette logique, et en fait on laisse le pouvoir à ces gens-là, et en fait eux qui étaient habitués depuis les années 70-80 en fait avoir des médias on va dire très massivement à gauche, en fait n'ont jamais été choqués par justement ces insultes qu'ils peuvent avoir sur le quotidien, etc., parce que c'est, on va dire, l'habitude. Mais c'est vrai que quand C8 ou CNews ou même d'autres médias ou même d'autres chroniqueurs ou autres arrivent dans le paysage médiatique, et ben en fait ça les choque, parce qu'en fait c'est un choc cognitif. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir quelque chose qui sort de leur petit sérail médiatique, et à partir de ça, bah là ils agissent, ils tapent. Mais de toute façon, on peut voir que c'est le cas sur toute la censure depuis quelques années dont on fait part. Alors c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que les idées conservatrices et patriotes progressent, ou on va dire même les idées contradictoires à la doxa politique, mais en fin de compte, on peut voir que le système essaie de se défendre bien et fort. Et Tocqueville, l'écrivain Tocqueville, écrivait dans La démocratie en Amérique, parmi les 12 millions d'hommes qui vivent sur le territoire des États-Unis, il n'en est pas un seul qui ait encore osé proposer de restreindre la liberté de la presse. Ben aujourd'hui, en France, c'est dans ce pays comme beaucoup aiment à le rappeler, pays de la Révolution, comme pays des idées des Lumières, pays de la liberté d'expression, de toutes ces belles idées. Et pourtant, c'est en France actuellement finalement on a cette idée de restreindre la liberté de la presse. Comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de réactions face à cette décision de l'Arcom ? Je pense que justement on revient un peu à ça, c'est que les gens qui sont minoritaires sur le plan, on va dire, quantitatif, mais majoritaires sur le plan de la représentation, en fait détiennent à peu près toutes les clés et tous les leviers pour mettre en avant, on va dire, des campagnes médiatiques, des campagnes même judiciaires, etc., contre certaines idées, certains messages. Et en fin de compte, il ne se passe rien, non pas parce que les gens ne pensent rien, mais parce qu'en fin de compte, les gens qui voudraient défendre la liberté d'expression ou autre n'ont pas les mêmes moyens que le petit milieu journalistique, politique et culturel parisien, qui, eux, ont les capacités, en fait, d'avoir vraiment un impact politique et un impact médiatique massif. Il y a Jordan Bardella qui a réagi justement donc à cette fermeture de C8, et donc il publie tout un tweet. La dernière phrase de ce tweet, c'est: là où la censure de gauche triomphe, c'est la démocratie qui s'éteint. Ça vient dans la suite d'ailleurs, parce que cette fermeture, elle s'inscrit quelques jours après le fameux discours du vice-président américain qui tire la solennelle d'alarme en disant qu'il y a un problème avec la liberté d'expression en France. Donc c'est quand même... la situation est un peu comique, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Pourquoi ce parallèle entre la censure et la démocratie ? Est-ce que, en l'occurrence, Thibaut Mercier, vous considérez que cette fermeture de C8, ça a quelque chose à voir avec un déni de démocratie ? Totalement. Déjà, dans la décision de fermeture, l'Arcom, autorité indépendante non élue, décision de l'Arcom validée par le Conseil d'État, juge non élu, ces deux institutions prennent des décisions depuis leur tour d'ivoire parisienne, puisqu'ils sont tous parisiens, ils ne connaissent pas ce que c'est que la France au-delà du périphérique, et ils prennent cette décision de censure et qui prive la majorité des Français, parce que c'est une chaîne très populaire, qui prive les Français d'une chaîne qu'ils aiment bien, qu'ils aiment. Contrairement à nos principes de liberté de communication, de liberté d'expression. Donc ça va déjà, dans la prise de décision, c'est déjà antidémocratique. Et en plus, pourquoi c'est important de défendre la liberté d'expression et pourquoi c'est un corollaire de la démocratie, c'est que seule cette liberté d'expression permet de débattre des choses qui fâchent, des choses importantes, et de mettre sur la place publique les idées graves dont les Français ont envie de débattre pour ensuite arriver à une certaine vérité, arriver à un consensus par cette disputatio. C'est le seul moyen d'arriver à la vérité d'une certaine manière avec un grand V, si tant est que ça soit possible. Mais en tout cas, ce n'est pas en interdisant aux gens de parler, de s'exprimer, qu'on arrivera à cette vérité qui est le corollaire de la démocratie. Et aujourd'hui, on constate la volonté du pouvoir en place de systématiquement tuer dans l'œuf toute tentative de débat, que ce soit donc à travers les chaînes de télévision, mais ça se voit aussi par les censures. Par ailleurs, par exemple, les tentatives d'interdiction de mouvements comme Academia Christiana ou ce genre de choses, c'est quelque chose d'inquiétant et en même temps d'un peu encourageant. Vous avez commencé à en parler, Mathieu. C'est quand même le signe que le pouvoir est fébrile.
Ah oui, de toute façon, c'est une bête blessée est beaucoup plus dangereuse qu'une en bonne santé. Et en plus, on peut voir que C8 avait eu cette force de frappe et c'est un peu une révolution au sens politique, parce qu'en fin de compte, elle touchait une France qui se désintéressait de plus en plus du débat politique, parce qu'il ne s'en sentait pas du tout représenté, que ce soit dans la forme et dans le fond. Et justement, Cyril Hanouna a réussi, d'ailleurs tout le monde s'en moquait pendant quelques années en disant c'est très potache, même c'est beauf, etc. Sauf qu'en fin de compte, il a réussi à faire des débats politiques durant la présidentielle qui étaient de très bonne qualité et qui en plus ont attiré une classe de personnes qui n'avaient pas l'habitude de s'intéresser à la politique. Donc il a remis des gens à la politique et au final, nos gouvernants devraient être très, très contents de ça. Parce qu'en fin de compte, si on ramène les gens à la politique, ça permet aussi de renforcer la République, comme ils disent. Mais le problème pour eux, c'est qu'en fait, ces gens ne sont pas dans leur ligne. En fait, en politisant ces gens, ça les met dans l'opposition et dans, on va dire, l'action politique réelle. Et ça, en fin de compte, c'est ce que je pense, c'est ce qui a fait peur. Et c'est ce qui fait peur, dans un sens plus large aussi, dans toutes les censures et dans toutes les interdictions de mouvements politiques. On peut voir que Darmanin, qui est considéré comme quelqu'un qui, dans le camp de droite, est plutôt dur et plutôt de chez nous par certains, pas du tout, en fait. On peut voir que c'est un de ceux qui a eu la plus grande action envers la censure de tous les groupes patriotes, que ce soit dans l'interdiction de manifestation ou dans l'interdiction de groupe. On peut voir qu'en fait, ils font tout pour casser tout ce message, en fait, qui vient soit de la France populaire, soit de la France patriote, soit d'une France profonde. Et en fait, on peut voir que ça les fait absolument paniquer de voir que malgré tout, c'est des messages qui avancent, c'est une voix qui se développe, et que malgré tout, au deuxième tour de la présidentielle, on a fait plus de 40%, ce qui est quand même pour eux assez inquiétant. C'est quasiment une personne sur deux. Mmh. Et Thibaut Mercier, vous parliez tout à l'heure du fait que donc ceux qui dirigent ces instances de l'Arcom, du Conseil d'État, ne connaissent pas réellement ce qu'est la France, ce que pensent les Français, et sont déconnectés finalement. Alors j'ai beau ne pas être très vieille, j'ai l'impression d'entendre depuis des années déjà ce même discours de cette fois les Français en ont vraiment ras-le-bol, cette fois c'est la dernière fois que les choses vont se passer de telle ou telle manière. Pourtant, à chaque fois c'est encore pire là. On se demande jusqu'où va aller toutes ces questions de censure. Jusqu'où justement est-ce qu'on peut encore aller pour que les Français et qu'il y ait vraiment de véritables réactions et de véritables changements? Écoutez, vous citiez Tocqueville tout à l'heure dans La démocratie en Amérique. Il dit aussi, il dit quelque chose comme « Je veux imaginer sous quel trait le totalitarisme pourra se produire dans les prochaines années ». Il détaille comment le gouvernement délie les individus les uns des autres et fait en sorte d'être leurs bergers, et que ces individus ne cherchent qu'à poursuivre leur menu plaisir et à vivre dans leur famille, déconnectés du droit de la cité, déconnectés de la politique en général. Ça, c'était il y a 200 ans, et c'est toujours aussi vrai maintenant, puisque en fait, on a des Français qui ne sont pas contents de cette décision, mais qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que c'est que la politique et à l'action politique. Donc moi, je suis un peu plus pessimiste là-dessus. Je pense que le réveil ne viendra pas du peuple français par lui-même, mais viendra de certaines minorités politiques agissantes qui arriveront à reprendre les rênes du pouvoir et à se rendre compte de ce qu'a fait une certaine gauche en mettant à des postes stratégiques des personnages idéologiques et politiques. Et il me semble que c'est à la droite, en général, dirons-nous, de faire la même chose, donc d'arriver à prendre le pouvoir, faire de l'influence, faire du gramscisme politique, comme ça a déjà été dit 100 fois. Mais c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte de protéger ce peuple qui ne se défendra pas lui-même, à mon avis. Donc avec des actions notamment comme ce que fait l'ASLA. C'est ça, en fait, quand on a créé l'ASLA, justement, on voyait qu'il y avait un manque aussi d'action ferme dans tous ces domaines du judiciaire ou de l'influence, et on peut voir que ça fonctionne assez parce qu'on a quelques victoires et qu'il faut continuer dans ces sens-là. Donc, comme le disait Thibaut, il faut absolument qu'on reprenne tous ces leviers, en fin de compte, de représentation et d'influence qui font que on peut représenter les Français, on peut représenter le message, le nôtre, et le faire avancer. Parce que là, c'est pas possible que le pouvoir, on va dire, moral soit détenu par des gens qui ne représentent absolument plus la morale française. C'est assez amusant de voir justement les critères qui ont motivé la suppression de C8. On parlait de
ce manque de pluralisme. On est face donc à une société qui veut promouvoir le pluralisme à tout prix, et d'ailleurs même ailleurs que dans les médias, hein, c'est des vrais choix de société qui sont motivés par cette quête du pluralisme. Et pourtant, dès qu'il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter justement à une voix différente, à des valeurs différentes, et bien là, on est face à des gens qui se recroquevillent immédiatement, Thibaut Mercier. Ouais, c'est évidemment ça nous rappelle l'action de Reporters sans frontières qui pointait le manque de pluralisme sur CNews notamment, alors que on s'est bien rendu compte que dans les faits c'était plutôt sur les chaînes du service public qu'il y avait un manque de pluralisme, puisque cette décision de condamnation de CNews, ensuite le Cercle Droit et Liberté, l'OGIM, je crois que l'ASLA a emboîté le pas aussi récemment, a mis en demeure l'Arcom de faire vraiment respecter le pluralisme sur les chaînes de télévision publiques et pas seulement sur CNews, à l'appui des chiffres, des études montrant que finalement sur ces chaînes du service public, les débats étaient majoritairement d'extrême gauche et de gauche, voire du centre, mais très peu de droite et d'extrême droite, les invités de la même manière. Mais ça, ces études, ces arguments sont balayés d'un revers de la main, donc l'Arcom n'a pas répondu à la mise en demeure et désormais l'affaire est pendante devant le Conseil d'État. Je ne sais pas quelle sera l'issue, mais quand on voit les décisions que rend le Conseil d'État en ce moment, notamment sur cette affaire C8, j'ai peu d'espoir sur cette mise en demeure contre l'Arcom. Oui, il y a même, juste pour en finir là-dessus, on peut voir que le Conseil d'État, donc sur l'affaire C8, mais aussi sur les groupes d'extrême gauche qui sont absolument tous, à chaque fois, l'annulation de dissolution, ce qui est totalement à l'inverse des groupes de droite, alors qu'il y en a certains qui étaient totalement factuellement violents. Et donc oui, en fait, on tape, c'est en famille, quoi. Donc en fait, le Conseil d'État va juger son pote qui est l'Arcom, et en fait, on peut voir qu'absolument, ça serait un hasard heureux en fait que le Conseil d'État commence à sanctionner l'Arcom. Et on peut voir que d'ailleurs là-dessus, c'est vrai que le pluralisme c'est ce qui est le plus important, parce que en fin de compte, seul n'est décompté que le temps de parole de représentants politiques. Mais en fin de compte, s'ils prennent des chroniqueurs, des intervenants culturels ou X ou Y, ce n'est pas décompté. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des intervenants qui sont de gauche ou d'extrême gauche, comme le disait Thibaut. Et en fin de compte, c'est là où il doit y avoir un vrai levier. C'est qu'en fait, les médias doivent représenter la pluralité des opinions, en proportion, si c'est possible, mais tous, en fait, parce qu'on peut voir que ce qui a choqué en fait nos amis de l'Arcom, en fait, c'est que CNews en fait représente juste le prisme politique français. Ouais. Quand Mathieu dit que c'est les potes qui jugent les potes, c'est tout à fait vrai, parce que par exemple l'autorité de poursuite à l'Arcom, c'est un conseiller d'État qui a été nommé par Emmanuel Macron, mais sur proposition du Conseil d'État. C'est-à-dire que à l'Arcom, il y a des conseillers d'État, et au Conseil d'État, il y a des conseillers d'État. Et tout ça, ils viennent du même sérail, ils viennent des mêmes écoles, ils ont travaillé ensemble. Donc évidemment, ça crée une espèce d'émulation politique qui va dans un sens unique. Et c'est là où il y a un problème d'impartialité, selon moi. Oui, c'est ce qu'on a pu voir aussi avec cette nouvelle nomination du président du Conseil constitutionnel, qui lui aussi est un grand ami d'Emmanuel Macron. Oui. On a l'impression d'être face à un monstre mythologique qui en fait a plein de têtes comme ça, et puis une espèce de pieuvre. Dans le courrier que vous avez envoyé à l'Arcom, Mathieu et Thibaut, il y a la demande d'appliquer cette même intransigeance concernant la pluralité à toutes les chaînes. Est-ce que si jamais ils accédaient à votre demande, ça ne serait pas la fermeture finalement de toutes les chaînes françaises ? C'est vrai qu'on retournerait peut-être à une ou deux chaînes qui existent. Non, mais je pense qu'en fait, notre objectif, en fait, là, il est de juste de vouloir appliquer ce qu'on leur impose, enfin, ce qu'on essaie de nous imposer. Mais factuellement, ça ne nous dérange pas d'avoir des chaînes qui soient libres d'inviter qui elles veulent. Le problème, c'est que nous, on veut que les chaînes soient toutes libres, en fait, qu'il y ait la même liberté. Donc en fait, si ils veulent sanctionner certaines, et qu'ils sanctionnent les autres, qu'ils les appliquent exactement la façon de faire à tout le monde ou à personne. Parce que sinon, ça fait un déséquilibre. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que on peut voir qu'il y a que les chaînes qui sont considérées comme de droite qui sont tapées, et les autres, c'est vraiment à la marge. Il y a eu quelques décisions, je crois, symboliques que j'ai plus en tête, mais on peut voir que Quotidien passe sa vie à faire la même chose que TPMP, et puis en fin de compte, ils n'ont jamais trop de soucis.
Est-ce qu'on devrait laisser les chaînes s'exprimer sans contrôle, Thibaut Mercier, à condition d'arrêter peut-être de faire croire aux Français qu'il y a certaines chaînes qui sont objectives, neutres, entendables, audibles, et puis celles qui ne le sont pas tout simplement. Peut-être laisser les Français faire leur choix, leur offrir un catalogue avec des lignes éditoriales assez diverses, et puis ensuite on les laisse piocher. Ça pourrait mener à quelques dérives quand même. Oui, je crois pas à une possibilité sans régulation d'émissions ou de passage télé. Il y a forcément besoin d'une certaine régulation, qui est forcément un minimum politique ou un minimum moral. Mais là, le problème, c'est qu'elle va vers une morale qui est complètement arc-en-ciel, dirons-nous, et c'est presque une nouvelle religion d'ailleurs. Si on la respecte, on a le droit de faire ce qu'on veut. Si on ne la respecte pas, on n'a plus le droit de citer. C'est ce qui se passe avec C8, puisqu'elle ne va pas dans le sens de cette religion arc-en-ciel. Il faut de la régulation, moins de régulation certainement, et aussi une régulation qui soit contrôlée par le peuple lui-même. En tout cas, dans cette agence indépendante, il y a un problème de nomination. C'est là où il faudrait élire les membres de l'Arcom. Pourquoi pas revoir en tout cas, ou alors une présidence tournante avec à chaque fois un parti qui élit le président pour que ça change vraiment, qu'il y ait vraiment de la pluralité dans la prise de décision. Puisque là, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc oui, il faut revoir le mode de nomination, peut-être même du Conseil d'État. Hein. On parle de l'Arcom, mais il faut voir aussi de ce qu'on appelle le gouvernement des juges non élus, qui se permettent de prendre des décisions complètement antidémocratiques, liberticides, sans que personne n'ait rien à y dire. Donc là aussi, il faut revoir ce mode de nomination au Conseil constitutionnel, vous venez de le dire avec Richard Ferrand, et au Conseil d'État. Oui, et est-ce qu'on est encore finalement capable d'avoir une sorte de coordination de ces luttes pour la liberté d'expression notamment, parce que vous le dites bien, ce sont dans les faits surtout les médias de droite, en tout cas qui sont embêtés par l'Arcom, qui sont embêtés par tout ça. La gauche devrait se sentir concerné aussi par ça, parce que normalement, si en espérant que l'Arcom fasse bien son travail, ils pourraient être les suivants à recevoir ces sortes de formes de censure. Mais pourtant, actuellement, chacun en fait se bat pour sa propre liberté d'expression, pour son camp. Moi, je pense que c'est pas concevable dans une tête de gauche, parce qu'en fin de compte, il part du principe d'avoir la valeur morale, enfin d'avoir la raison morale. Mais totalement. Donc en fait, au-delà où nous, en fait, on parle d'opinion politique ou de sensibilité, eux, c'est du religieux, où en fait, ils ont vraiment c'est le monopole du cœur, comme on appelait cette fameuse phrase. Et en fin de compte, ils se sentent le pouvoir de juger. Donc en fait, étant donné qu'ils considèrent qu'ils ont réellement raison sur tous leurs principes moraux, et ben en fait, je pense qu'ils partent du principe, mais non, on ne pourra jamais être tapé. Et puis ça reste dans cette logique historique depuis 30-40 ans, où en fin de compte, vu qu'ils n'ont jamais été embêtés, ben ils ne le seront jamais, parce qu'en fin de compte, ils ont créé cette logique où en fin de compte, ils ont imposé leur morale à tous les niveaux, donc en fait, ils ne se sentent pas touchés. Et pour eux, il y a toujours cette logique de pas de tolérance pour les intolérants, qui est en fin de compte de couper les vannes de ce qu'ils considèrent comme offensant. Et ça, on peut le voir avec les États-Unis, où en fin de compte, ils disent oui, mais en fait, la liberté d'expression, c'est ce qui a permis un Trump, donc il faut la limiter, parce que sinon, on pourrait avoir un Trump français ou européen. Et je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Est-ce que cette fermeture de C8, ça va pas accentuer aussi la fracture ressenti entre le peuple et les élites? Vous l'avez dit, derrière la censure de C8, en fait, c'est aussi toute une partie, c'est presque de la discrimination sociale, en fait, qui est en train d'opérer sous nos yeux. Totalement, parce qu'en fin de compte, on peut voir que, en fait, c'est un peu tout l'arc Gilets jaunes aussi, c'est que ils sont arrivés dans le débat politique et public, et en fin de compte, je pense que beaucoup se sentaient représentés par ces chaînes-là, en fait, C8 et CNews. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ils avaient des débats qui comprenaient, ils avaient des débats qui parlaient de leurs problèmes, ils avaient des débats qui parlaient des sujets du quotidien qui les concernaient, et aussi avec des codes qui leur parlaient. Donc en fait, ils ne se sentaient pas du tout discriminés par ces chaînes. À l'inverse, maintenant, je pense que de les voir se faire casser comme ça va réellement créer une tension auprès de ces gens, en se disant, ouais, en fait, dès qu'on est représenté, on essaie de nous faire taire, ce qui est visible et réel dans quasiment tous les secteurs de la société. Et en fin de compte, oui, je pense que ça va créer une tension encore plus auprès de ces gens envers Paris, envers oui, la doxa générale. Il y en a beaucoup qui voyaient quand même C8, en particulier donc les émissions de Cyril Hanouna, comme quelque chose
d'assez bas de plafond, je caricature volontairement, mais d'assez bas de plafond qui tire les gens vers le bas. On se plaint souvent de la baisse du niveau intellectuel en France. Est-ce que ça n'y participait pas ? Est-ce que vraiment c'est important d'avoir ce genre d'émission à offrir au peuple français, Thibaut Mercier ? C'est une évidence que certains débats, certaines façons de parler de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs étaient vraiment très bas de plafond et ne nous élevaient pas dans le débat public. Ceci étant dit, chez Cyril Hanouna, c'est le seul plateau où on avait des vrais débats entre l'extrême gauche et l'extrême droite, des gens qu'on ne voyait jamais à la télé, que Cyril Hanouna avait le courage d'inviter. Et c'est sûr que peut-être le diable porte pierre, mais on a vu un vrai courant politique pouvoir s'exprimer, et de manière plurielle selon moi, même si Cyril Hanouna ne l'est pas toujours, au moins il invite des invités qui ne sont pas d'accord. Et on voyait de sacrés débats, ça m'a rappelé un peu Christophe de Chavannes et Ciel Montmardi, ce qu'on voyait à l'époque, des vrais débats à la télévision. Et c'est pour ça que cette émission était salutaire, malgré quelques sorties de route très bas de plafond de Cyril Hanouna. Derrière la censure de C8, est-ce qu'il n'y avait pas la volonté aussi de sanctionner surtout Vincent Bolloré qui en ce moment fait face vraiment à des marées d'attaques, qu'elles soient donc médiatiques ou bien même juridiques ? Certainement, mais de toute façon, je pense qu'il a déjà un plan B. Cyril Hanouna est sur Europe 1, ils vont peut-être mettre TPMP sur Canal+, donc, et peut-être en clair d'ailleurs, donc ils ont déjà réfléchi à des solutions. Et pour l'instant, l'Arcom et le Conseil d'État n'ont pas réussi à tuer Cyril Hanouna. Donc il arrivera toujours à jouer ce petit trublion qui viendra déranger ces élites parisiennes. Là, justement, il parle d'après les dernières informations qui sont sorties dans les médias, Cyril Hanouna pourrait aller chez C-Star. Et on parlait à un moment donné qu'ils sont envoyés chez M6, mais il pourrait partir chez C-Star, donc rester chez Canal+, en tout cas. On a d'autres plateformes qui ont choisi de s'emparer de cette liberté d'expression. Il y a presque un marché de la liberté d'expression. On a compris qu'il y avait une forte demande et alors on a les plus malins qui se jettent sur l'offre. En l'occurrence, évidemment, je parle de X. Est-ce que vous pensez que c'est un refuge justement pour tous ces Français qui se sentent de moins en moins écoutés ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon compter désormais uniquement sur des puissances étrangères avec tous les risques que ça peut impliquer ? Puis c'est dommage peut-être de laisser ça justement à d'autres. Alors oui, mais de toute façon ça c'est une tendance où en fin de compte vu que c'est des grands groupes internationaux qui détiennent en fin de compte la force de frappe des réseaux sociaux, on pourra pas faire grand chose. J'imagine mal un réseau social français ou européen réussir à percer aussi fortement que ceux de Meta ou de Musk. Après oui, alors X il y a quand même la problématique c'est que c'est peut-être trop libre au niveau de la liberté d'expression parce qu'il y a quand même pas mal de dérives, même si en fin de compte c'est ce qui plaît aussi et ce qui fait que ça attire des gens. Après je pense que X, la problématique c'est que ça n'attire pas la majorité des personnes en fait. C'est un profil quand même assez politisé, assez web, assez jeune, assez polémique. Et en fin de compte, je pense pas que ça aura que ça touche autant de personnes ou autant de profils différents, mais même Instagram ou autre, qui vu que Meta maintenant donnait plus de place à la liberté d'expression, je pense pas que ça touche les gens en général. Il y a encore vraiment une habitude télé, il y a encore une habitude réunion, on va dire autour de la télé du salon, et ça en fin de compte, c'est que au niveau des médias et des chaînes. Le problème c'est que je pense que l'Arcom et le Conseil d'État, etc., les censeurs le savent, et qu'en fin de compte, c'est pas en tapant les réseaux sociaux qu'ils vont avoir un vrai impact politique. À l'inverse, la télévision, ça peut avoir un vrai impact politique, notamment durant les élections. Et je pense qu'ils préparent 2027, justement, où ils ont peur d'un raz-de-marée de droite au sens large, et qu'en fin de compte, ils veulent limiter un maximum la vague. Oui, donc il ne faut pas lâcher le terrain de l'audiovisuel. Thibaut Mercier, rapidement, est-ce qu'on a encore des armes justement pour se battre sur ce terrain-là, et peut-être des armes juridiques ? On voit que vous avez fait donc rédigé cette lettre pour l'Arcom qui pourrait suivre d'une mise en demeure, je crois, ce sont les termes. Est-ce qu'il y a quand même des outils peut-être plus puissants qu'on peut actionner ? Juridiquement, je pense qu'on arrive à la limite de l'exercice. Voilà, des actions devant le Conseil d'État, des plaintes, par exemple, contre l'application Hello Kitty, ce qu'on avait fait avec le Cercle Droit et Liberté il y a quelques semaines.
Donc là, on verra, peut-être que le juge judiciaire sera un peu plus pro-liberté que le juge administratif, ça c'est des points techniques. À mon avis, c'est une vague de fond. Voilà, il faut des actions juridiques, il faut du métapolitique, il faut de la politique, il faut continuer le combat et ça finira par faire céder cet édifice progressiste, arc-en-ciel. Oui, il faut saturer absolument le débat politique et public de nos initiatives sur tous les secteurs, sur tous les plans. Et en fait, ça prouvera ça fera une pression morale sur toutes ces structures pour en fait changer. Et puis c'est ce que vous tentez de faire l'un et l'autre. Alors déjà, merci pour cette initiative vis-à-vis de l'ARCOM. On va suivre tout ça de très près. Et puis bien sûr, on continuera à attendre de vos nouvelles pour savoir comment est-ce que ça aboutit. Thibaut Mercier, vous êtes avocat, cofondateur du Cercle Droit et Liberté. Vous pouvez nous en dire quelques mots en 10 secondes pour le présenter aux auditeurs Le Cercle Droit et Liberté, c'est une association qui a plus de 10 ans maintenant, qui représente environ 1000 juristes, donc une très grande force de frappe, qui a pour but de promouvoir des libertés enracinées, de remettre le droit au service de nos libertés, ce qui est très important, parce que là on met le droit au service de certaines libertés, non, ça doit être les nôtres, elles doivent être concrètes, applicables, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, donc chers auditeurs, vous pouvez suivre les travaux du Cercle Droit et Liberté et puis soutenir aussi évidemment l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. On vous reçoit très souvent. Mathieu, vous pouvez faire des dons sur le site de l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, juste après avoir fait votre don à Radio Courtoisie, évidemment. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous aussi Thibaut Mercier. Merci Adèle d'avoir mené cet entretien avec moi et je rends la parole à Richard Dessez.